On parlait juste avant de cette déclaration de Donald Trump qui fait beaucoup réagir en Europe. Donald Trump qui remet en cause le soutien européen lors de la guerre en Afghanistan. Elle fait beaucoup réagir cette déclaration, notamment à Londres. Écoutez le Premier ministre Keir Starmer et notamment le ministre des Armées Al Cairns. Écoutez-les. Je considère les propos du président Trump comme insultants et franchement révoltants. Si j'avais mal parlé ou prononcé ces mots, je m'excuserai certainement. J'ai effectué 5 missions en Afghanistan, souvent aux côtés de mes collègues américains. Nous avons versé ensemble notre sang, notre sueur et nos larmes, et tous ne sont pas rentrés chez eux. Ce sont là, je pense, des liens forgés dans le feu, protéger les États-Unis ou des intérêts communs, mais aussi protéger la démocratie dans son ensemble. Et je suggère à tous ceux qui croient à ces commentaires de venir prendre un whisky avec moi. Mes collègues, leurs familles et surtout les familles de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour nos deux nations. Et autre réaction très importante qui évidemment est un symbole, c'est celle du prince Harry. Vous le savez, le prince Harry qui a servi notamment en Afghanistan. Et regardez ce qu'il a déclaré: j'y ai servi en Afghanistan, j'y ai noué des amitiés pour la vie et j'y ai perdu des amis. Rien qu'au Royaume-Uni, 457 militaires ont été tués. Ces sacrifices méritent d'être évoqués avec vérité et respect car nous restons tous unis et fidèles à la défense de la diplomatie et de la paix. Galia Eckermann, on ne nous a pas encore entendu sur ce sujet. Est-ce que cette déclaration de Donald Trump, est-ce que c'est une faute du président américain ? C'est certainement une faute. C'est vraiment quelque chose de grossier et je pense que, comme tous ceux qui divisent l'Occident, ça fait la joie des Russes et du président Poutine. Vous savez, on l'a déjà vu avec Groenland, tous les médias russes ont reçu l'ordre de saluer les prétentions américaines sur le Groenland, qui maintenant sont un peu du passé, et dire que la Russie ne fait pas autre chose que que Trump ne fait au Groenland que ce que les Russes ont fait avec la Crimée. Donc là, pareil, bien sûr, tout ce qui divise l'Alliance est réjouissant pour nos ennemis. On est habitué aux déclarations fracassantes du président américain. Vous le disiez, ce n'est pas la première fois qu'il remet en cause d'une certaine façon parfois les soldats européens. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Vincent, l'idée qu'il avait expliqué qu'il y avait des losers, notamment dans Ceux qui étaient morts étaient des losers. Exactement. Mais est-ce que là, quand on voit la réaction britannique qui est quand même assez forte, on demande des excuses, le Premier ministre demande des excuses, est-ce que c'est le pas de trop ? Est-ce que c'est la faute de trop de Donald Trump contre les Européens ? Je ne suis pas sûr parce que finalement, Trump parle, on s'indigne et ça passe. La question, est-ce qu'effectivement, vous la posez, est-ce que c'est un pas de trop ? J'en suis pas certain. En revanche, qu'on ne réagisse pas serait une erreur. Donc il faut qu'on réagisse avec force. C'est le respect de la loyauté qu'on a eue, nous, toutes les nations occidentales, et pas uniquement d'ailleurs, auprès des États-Unis dans leur combat en Afghanistan. La fraternité d'armes qui a été rappelée, elle est réelle. Nous nous sommes battus, et je crois que quand on commence à attaquer, je dirais en gros les vétérans, ça devient très grave. Et quand tu l'as évoqué tout à l'heure, Trump n'a pas fait son service militaire, il est passé à travers. C'est quelqu'un qui finalement ne sait même pas ce que c'est, peut-être qu'une paire de Rangers. Et n'oublions pas aussi, le monde anglo-saxon est beaucoup plus sensible que nous, en Europe en général, à la question des vétérans. C'est-à-dire celui qui a servi son pays par les armes est honoré, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Chez nous aussi, mais on n'a pas le même sentiment patriotique. Et rappelons-nous tous les débats qu'il y a eu sur le suivi des vétérans après le Vietnam, après les années 80-90, et même encore il y a une dizaine d'années d'ailleurs suite à l'Afghanistan. Les vétérans sont ceux qui ont donné leur vie, leur santé à la nation. Donc ils sont honorés. Et là, je trouve que Trump, il a fait une erreur. Mais est-ce que l'erreur sera préjudiciable ? Je n'en suis pas certain, malheureusement. Mais je crois, c'est pour ça qu'on doit s'indigner, de dire fortement et rappeler la loyauté dont on a fait preuve envers les États-Unis dans des situations difficiles. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est indigné, on est confronté à la nature de Donald Trump. C'est-à-dire que lui, ça ne le dérange pas que de s'inscrire dans un registre qui est celui du mépris et de la remise en cause de la dignité de l'autre. Ça ne le dérange pas, y compris en qualité de chef d'un État démocratique. Dans la mesure où nous n'avons pas, pour l'instant, basculé dans ce type de registre, comment vous voulez faire face ? On ne va pas basculer dans la sanction diplomatique. Je trouve, il n'y a pas de précédent
entre alliés, et qui plus est entre Européens et Américains, de sanctions eu égard à ce type de discours. Donc, d'un point de vue simplement rhétorique et discursif, dans la mesure où on ne peut pas s'inscrire dans le même registre que lui, on va être obligé d'être un peu dans l'espèce de constat, avec une limite quant à la réaction. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on a affaire à un animal politique qui vraiment dépasse toutes les bornes. Non, mais néanmoins, ça laisse des traces. Je veux dire, dans quelques semaines, les États-Unis vont fêter leur 250e, donc la commémoration des 250 ans de la fin de la guerre d'indépendance contre les Anglais, justement. Et je pense que depuis cette date-là, jamais la relation transatlantique n'a été aussi basse, aussi mauvaise, entre deux alliés tout de même extrêmement solides, normalement. Jamais un Premier ministre britannique n'a tenu de tels propos vis-à-vis d'un président américain. Il faut le reconnaître. Et c'est un traumatisme en Grande-Bretagne. Je veux dire, le respect dû aux vétérans, aux morts pendant les 2 guerres mondiales et au-delà au Royaume-Uni est très important. Il y a un monument à Londres qui est le monument du Cénotaphe, qui est honoré à l'occasion d'un dimanche par an comme notre 11 novembre. C'est un moment très très important pour la nation et pour le roi aussi, pour le souverain. Donc ça va laisser des traces considérables entre alliés. Et justement, vous parlez de cette alliance. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Donald Trump est encore l'allié des Européens ? Parce que cette déclaration, elle fait également écho à un document de 20 pages, cette nouvelle doctrine de la stratégie militaire américaine. Elle est sortie il y a quelques heures maintenant, et elle écrit noir sur blanc. Les États-Unis, l'Europe devra faire bientôt 100, peut-être pas 100, mais avec beaucoup moins que les États-Unis, enfin, avec une aide beaucoup plus restreinte de la part des États-Unis. Regardez ce qui est marqué dans ce document, c'est le document donc stratégie de défense pour cette année, et Trump donne le ton. En Europe, les alliés, les Européens, prendront l'initiative contre les menaces qui sont moins graves pour nous, mais plus graves pour eux, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des États-Unis. Dans tous les cas, nous serons honnêtes mais clairs quant à l'urgence pour eux de faire leur part du travail. Est-ce que cette déclaration de Donald Trump, cette nouvelle doctrine avec l'Alliance européenne, est-ce que ça ne signe pas d'une certaine manière la fin de cette alliance transatlantique ? Oui, alors une petite remarque, il y a un slide qui vient de passer rapidement. Je me trompe peut-être, mais la revue du Pentagone qui vient de sortir, on ne parle pas du golfe du Mexique, mais on parle du golfe de l'Amérique. Je tiens à le signaler quand même. Bon, je ferme la parenthèse. Non, c'est important d'être précis. Il faut reprendre tous les termes qu'il y a dans ce document. C'est celle-ci, on la verra plus tard, parce que là, il parle effectivement de l'hémisphère occidental, on en parlera dans quelques minutes. Mais d'abord, pour revenir sur cette aide limitée à l'Europe, est-ce que, encore une fois, ça signe vraiment cette alliance qui se restreint entre les Européens et les Américains ? D'abord, il n'y a pas que l'Europe, parce que la Corée du Sud est dans la même situation. En gros, on dit, si ça ne concerne pas l'Amérique du Nord, les États-Unis directement, vous, dans votre zone, c'est vous qui devez assurer cette sécurité, vous les Européens, vous la Corée du Sud, y compris d'ailleurs dans le Golfe, face à l'Iran, même si là il y a des mots un peu plus précis en disant on pourra participer à des opérations de ciblage plus particulières au cas par cas. Donc on est bien dans ce retour, je dirais, sur la défense des États-Unis et de ses intérêts, avec d'abord la mobilisation intérieure, parce que c'est d'abord la sécurité intérieure des États-Unis qui est mise en avant, contre les narcotrafics par exemple. Donc on délègue aux autres, c'est à vous de le faire. Nous c'est fini, on ne paye plus. Donc vous devez assumer votre propre responsabilité dans la sécurité de votre continent et de vos États. Nous serons toujours là, c'est bien écrit quand même, ça a été dit d'ailleurs, c'était écrit aussi là. Nous serons là, mais d'une manière beaucoup plus limitée. Mais en gros, on nous redonne la main sur notre avenir. Alors, est-ce qu'on doit s'en plaindre ? Alors, est-ce que ça va distendre aussi le lien transatlantique dont vous avez parlé ? Alors moi, je ne crois pas qu'il faut s'en plaindre. C'est simplement se rappeler que nous sommes responsables de notre sécurité et que tous ceux qui se sont abrités derrière les Américains en ne payant pas le juste prix de leur défense, aujourd'hui, la note elle vient d'arriver. Maintenant, vous payez et vous allez devoir assumer. Le problème, c'est qu'on est en position de vulnérabilité, notamment avec la guerre en Ukraine. Et nous sommes en position de vulnérabilité, il va falloir se dépêcher. Maintenant, le lien transatlantique, je ne suis pas certain qu'il soit affaibli dès lors qu'il y a une juste répartition des tâches. Moi, ça ne me choque absolument pas qu'on nous dise à nous, Européens, ou moi, Coréens du Sud, assurez votre propre sécurité. Parce que les États-Unis n'ont pas dit qu'ils se retiraient. Les États-Unis sont toujours là. Maintenant, c'est négociable. Et puis, dernier point quand même, reprenons le texte lui-même. Il est bien dit à un moment donné, mobilisation industrielle de l'armement américain. Donc là, la dépendance, ça va se faire d'une autre manière. C'est la mise en route d'une industrie presque de guerre, d'économie de guerre dans l'armement par les États-Unis, qui vont nous vendre en grande quantité, mais du coup vont contrôler une partie, si on leur achète,
de cet équipement militaire, puisque c'est soumis à la norme ITAR, qui fait que dès qu'il y a une pièce américaine, les Américains doivent donner leur accord ou pas pour l'utilisation de telle arme. Donc on a aussi autre chose. Alors je ne pense pas qu'il y ait donc distanciation du train transatlantique, mais nous sommes dans le transactionnel dont on a souvent parlé. C'est la règle transactionnelle. Voilà, dans une logique trumpienne. Avant d'avancer, notamment de s'intéresser aux nouvelles priorités, Beling Nabli, vous êtes d'accord avec le général, c'est une prise de conscience que les Européens doivent prendre sur ce soutien américain qui va changer, en tous les cas, pas forcément se réduire, mais en tout cas changer? De mon point de vue, c'est pas un document qui est fait pour nous surprendre. Il vient confirmer, expliciter, officialiser une orientation stratégique qui a déjà été exprimée par la voix du président Trump, mais je dirais même qui a été annoncée par le président Obama lui-même. C'est Obama le premier qui a commencé à faire comprendre aux Européens qu'il fallait commencer à s'autonomiser et assurer leur propre sécurité, eu égard à la priorité stratégique que représentait la Chine du point de vue de l'administration Obama déjà. Mais là, effectivement, il y a une intensification, une accélération de cette réorientation stratégique, mais qui s'inscrit vraiment dans un mouvement de fond, et en ce sens, elle risque de se confirmer quel que soit le successeur de Donald Trump. Donc, il faut prendre au sérieux ce que dit ce document, parce qu'il s'agit là d'une orientation de fond du point de vue des États-Unis, et ce n'est pas que la personne de Donald Trump ou ce qui le guide personnellement qui est concerné. Alors, je rejoins le général lorsqu'il souligne le fait qu'il ne s'agit pas pour autant d'un élément tragique du point de vue historique pour les Européens. C'est aussi une manière pour nous d'assumer notre sécurité et d'assumer pleinement le discours sur l'autonomie stratégique. Je veux dire, soit on bascule enfin, définitivement, avec une volonté politique à la hauteur de ce discours, soit on sera toujours là à constater de manière presque passive, pour le regretter, ce type d'annonce qui n'est pas faite pour nous surprendre à nouveau. C'est simplement que du côté européen, on manque de temps, parce que ça demande du temps, l'autonomie stratégique. On a besoin de temps pour l'assumer pleinement. Mais sauf que du côté européen, nous ne sommes pas complètement unis et il n'y a pas de cohérence totale côté européen pour basculer vers un logiciel de l'autonomie sécuritaire. Et c'est là où le bât blesse peut-être. Oui, alors justement, Donald Trump, d'un autre côté, il fixe ses priorités. Elles ne sont plus la Chine et la Russie, mais ce qu'il appelle l'hémisphère occidental. On va voir cette déclaration de la doctrine. Nous avons vu l'influence de notre adversaire s'étendre au Groenland, au golfe du Mexique, golfe de l'Amérique, vous aviez précisé, général, au canal du Panama et à des endroits plus au sud. Cela menace l'accès des États-Unis et cela rend également les Amériques moins stables et moins sûres. Mais justement, de quoi parle-t-on lorsqu'il évoque l'hémisphère occidental ? Elisa Cléache nous avait rejoint sur ce plateau. La Chine n'est donc plus la priorité pour Donald Trump, mais bien c'est l'hémisphère occidental. De quoi parle-t-on ? Oui, regardez sur cette carte, voici ce que l'on appelle l'hémisphère occidental. Vous le voyez donc tout simplement, au lieu de séparer notre globe terrestre en deux entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, comme on a l'habitude de le faire normalement, et bien ici on a mis en exergue cet hémisphère occidental, à savoir, vous le voyez, l'ensemble du continent américain, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud et les Caraïbes. Cela ne consiste pas uniquement en une catégorie spatiale, c'est aussi une construction géopolitique qui désigne tout simplement la sphère d'influence des États-Unis. Cela ne date pas d'hier, il faut remonter plus de 200 ans en arrière, en 1823, avec la doctrine Monroe qui avertissait déjà les Européens de s'éloigner de cette sphère occidentale, cet hémisphère occidental. Et cette doctrine, elle est reprise très récemment par Donald Trump. Il l'a un petit peu remis au goût du jour. On parle d'ailleurs de doctrine Monroe. Il avait déjà mentionné cet hémisphère occidental dans sa stratégie nationale en novembre dernier. Mais ce qui est très frappant ici, c'est qu'il en fait sa priorité numéro 1 devant la Chine, avec comme justification principale l'immigration et le narcotrafic. Et c'est donc le révélateur de la politique interventionniste de Donald Trump en ce moment. Oui, parce que lorsqu'on se penche plus précisément sur cette carte, eh bien, l'on constate que l'on retrouve des territoires qui sont très ciblés par Donald Trump récemment, notamment, vous le voyez, Cuba, mais aussi le Canada, avec notamment la province de l'Alberta, ou encore, évidemment, le Groenland. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de constater que le Groenland se situe véritablement à la frontière de cet hémisphère occidental. Et donc, on comprend bien qu'il s'agit davantage d'une construction géopolitique, d'une stratégie qui peut servir des intérêts interventionnistes. Merci beaucoup.
beaucoup Elisa Clerge. Quand on regarde cette carte, Vincent Crouzet, on voit en fait tout simplement la nouvelle priorité de Donald Trump. C'est vraiment cette Amérique, cette doctrine Monroe dont on parle. En fait, elle existait déjà, mais là vraiment, c'est la nouvelle priorité. Oui, c'est la mise en place, comme le disait François tout à l'heure avant l'émission, on en parlait, c'est la mise en place finalement du document qui nous a été proposé donc à la fin de l'année dernière. Moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tant l'abandon de l'Europe que en fait le renforcement des ingérences et de l'interventionnisme américain sur le territoire nord et sud-américain, sachant que l'abandon européen, c'est un double langage. Sinon, qu'est-ce que feraient les Américains à Abu Dhabi depuis 24 heures dans les négociations entre les Ukrainiens et les Russes? Ils n'ont rien à y faire dans ce cas-là, parce que ça concerne le territoire européen. Qu'est-ce que ferait donc l'armada américaine dans l'océan Indien pour éventuellement bombarder cette nuit ou au cours de la semaine prochaine l'Iran? Ils n'ont rien à y faire. Donc évidemment, sans le reste du monde et sans leur influence dans le reste du monde, les États-Unis ne sont rien. Dans ce cas-là, qu'ils ferment toutes les antennes CIA en dehors des pays d'Amérique latine et du Canada. Donc ils savent très bien que c'est impossible parce que pour eux, le marché européen, le marché asiatique sont primordiaux en fait pour la croissance américaine, pour la bourse américaine. C'est impossible que le monde tourne sans les États-Unis et que les États-Unis tournent sans le monde. Donc moi je pense que c'est essentiellement un document très rhétorique, très idéologique, mais qui n'ira pas très très loin dans les faits.